Salut à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. La Game Boy. Sortie en 1989, c'est-à-dire il y a exactement 30 ans, cette machine a fait un véritable raz-de-marée. Elle a tout balayé sur son passage. Au plus fort de sa popularité, un foyer français sur 4 possédait au moins une Game Boy. Ce succès colossal n'a d'égal que l'absence étrange du moindre hommage, 30 ans plus tard, quand même 30 ans ça se fête, de la part de Nintendo. Il n'y a rien eu, quoi. Autant on a eu des trucs pour les 30 ans de la NES ou de la Super Nintendo, avec les consoles mini notamment, autant pour la Game Boy, à part Link's Awakening sur Switch, rien. Bizarre, hein, c'est quand même l'un des plus grands succès de Nintendo. Et c'est sûrement d'ailleurs la raison pour laquelle le produit qu'on va tester aujourd'hui, le G-Pie Case de Retroflag, a remporté un tel succès. C'est ce qui se rapproche le plus aujourd'hui d'une réédition de la Game Boy. C'est un produit dans lequel on met un Raspberry Pi 0 et qui permet de jouer à plein d'émulateurs dans un boîtier en forme de Game Boy. C'est un produit qui a eu lui aussi un succès colossal avec des ruptures de stock et tout, exactement comme la Game Boy en son temps. Alors qu'est-ce que ça vaut que ce petit boîtier? C'est parti pour le test. Et voici donc devant nos yeux émerveillés l'emballage du G-Pie Case. Oui, parce que c'est comme ça qu'on prononce, un G-Pie Case. J'ai entendu beaucoup de gens dire GPI Case. Bon, à la rigueur, si vous voulez prononcer le début du mot à la française, moi je veux bien, mais dans ce cas-là, dites GPI, pas GPI. C'est pour le Raspberry Pi, pas pour le Raspberry Pi. Pourquoi ils ont mis le i en minuscule à votre avis? Enfin bref. L'emballage est assez étrange d'ailleurs parce qu'il reprend pas du tout les codes de la Game Boy et plutôt ceux d'un produit générique avec ce fond lilas qui est un peu étrange, les textes marqués en violet et le blueprint qui est littéralement bleu, donc c'est un vrai blueprint, bravo, je vous félicite. C'est un boîtier donc pour le Raspberry Pi 0 et le Raspberry Pi 0W. Oui, je suis sûr que pendant le test, ma langue va fourcher et que moi aussi je vais dire GPI. Hein. C'est presque obligé. Je vous dis, c'est le syndrome Game Gear, ça. Quand tout le monde dit Game Gear, bah, au bout d'un moment, vous aussi, quoi. Bah, là, ça va être pareil. On va voir. On va voir combien de fois je vais me gourer pendant le test. Vous pourrez les compter. Peut-être, si je suis balèze et bien concentré, j'arriverai à faire un 0 ou un sans faute, mais c'est pas gagné quand même. Hein. Donc à l'arrière, on peut voir un certain nombre de concepts du produit. Donc le système dans lequel on met le boîtier, le bouton power sur le dessus, qui d'ailleurs bloque le boîtier en place. Il ne le précise pas dans la description du produit, mais c'est bien le cas. Un petit câble qu'on peut brancher à l'endroit où déjà à l'époque on branchait les batteries externes. Bah, pour se brancher soit à une batterie externe, soit à un port USB de chargeur de téléphone ou des choses comme ça. On retrouve les bons vieux potards à l'ancienne pour le contraste et le volume, même si là ils ont marqué contraste, mais en réalité c'est la luminosité, puisqu'on n'est plus sur un écran monochrome, mais sur un écran couleur rétroéclairé. La prise jack est toujours ici en bas pour avoir la stéréo, sinon on aura du son mono au travers du haut-parleur ici. Voilà, et bien sûr il y a un écran intégré, et c'est marqué sur le côté ici, voilà, c'est un 2,8 pouces 320 par 240 pixels. Donc c'est déjà plutôt pas mal, même si c'est plus une résolution adaptée aux consoles de salon ça, hein, qu'aux consoles de poche. Mais évidemment, il fallait faire un choix. Retroflag ne pouvait pas mettre un écran qui puisse convenir à 100% des émulateurs. Ou alors il aurait fallu mettre un écran 720 ou 1080p pour gommer les défauts d'upscale, mais ça aurait rendu le produit beaucoup plus cher. D'autant que ce produit, il a quand même déjà vu son prix pas mal s'envoler quand il y a eu des ruptures de stock. Aujourd'hui, la situation s'est un petit peu tassée, un petit peu calmée, et on trouve ce produit un petit peu partout. D'ailleurs, je ne l'ai pas précisé, mais celui-ci m'a été envoyé par le site Belchine. Je remercie chaleureusement Cédric pour sa donation, d'autant plus qu'il a été cool. Il m'a même envoyé le Raspberry Pi 0 W avec. D'ailleurs, si vous devez faire ce montage vous-même, prenez le Raspberry Pi 0 W, parce que comme ça, vous aurez le Wi-Fi, et vous pourrez connecter l'ensemble à votre réseau et rajouter plus facilement des jeux dedans. Allez, on va tout de suite procéder au déboîtage. La boîte s'ouvre de manière très banale, comme ça, hein, par le côté. On fait coulisser l'ensemble. Voilà, ce sont des compartiments en carton, c'est plutôt bien fait. Donc le boîtier se trouve dans le compartiment de gauche, ainsi que le manuel pour monter sans faire d'erreur votre Raspberry Pi 0 à l'intérieur. Bon, je ne l'ai pas filmé cette étape-là parce que c'est pas bien compliqué. Hein. On met 4 vis dans le fond du boîtier plastique. On pose le Raspberry Pi 0W, on connecte un câble, on remet le capot, on resserre 4 autres vis et c'est fini, quoi. C'est juste brancher un câble et mettre 8 vis. Rien de vraiment passionnant. Dans le deuxième compartiment, on trouve
le câble spécifique, attention, comme la Game Boy à l'époque, d'ailleurs c'est marrant, avec donc une sorte de petite prise jack AC, hein, de ce côté-là, non, pardon, d'ici, et de l'autre côté de l'USB. Voilà, donc c'est bien d'avoir voulu reprendre le concept de la Game Boy avec une prise ronde comme ça. Par contre, du coup, ça veut dire que si vous paumez ce câble, faudra en trouver un autre. Et c'est moins facile que si ça avait été une prise micro USB ou des choses comme ça. Vous verrez qu'il y a une alternative, mais qui n'est pas très élégante. Donc attention de ne pas paumer ce câble-là. Et puis il y a aussi l'outil nécessaire pour faire le montage du Raspberry Pi 0W, c'est-à-dire un tournevis qui est à la fois un cruciforme et un tournevis plat. Hein, ça dépend du sens dans lequel on insère la mèche. Hop. Là, j'ai mon tournevis cruciforme, et dans l'autre sens, hop, j'ai mon tournevis plat. Et avec ces deux embouts, vous pourrez faire l'ensemble du montage. C'est sympa d'avoir fourni l'outil, d'autant plus qu'en plus, il est de bonne qualité. Allez, on va regarder le boîtier de plus près maintenant. Le GPI case, lui, est soigneusement emballé dans un petit sachet mousse, qui d'ailleurs, je crois, était à peu près le même sur la vraie Game Boy. Ils ont vraiment poussé le vis jusque-là. C'est assez marrant. Dites-moi si je me trompe, mais il me semble bien que la Game Boy originale était déjà dans un sachet comme ça, en polystyrène expansé, à moins que ce soit un bête sachet plastique. Je me souviens plus trop bien, mais il me semble bien que c'était comme ça. Hein. Donc voilà le produit dans toute sa gloire. Et c'est vrai que dès qu'on l'a entre les mains, les premières impressions, c'est que c'est une Game Boy, quoi. C'est vraiment très très bien fait. On retrouve ce même plastique blanc légèrement crème, avec cette petite granulosité et puis ce sentiment de solidité, cette épaisseur. Nintendo avait vraiment conçu la Game Boy pour qu'elle puisse tomber dans les escaliers et marcher encore. Hein. C'était vraiment un produit entre guillemets pour les enfants, même si beaucoup d'adultes y ont joué aussi. Le petit bouton power sur le dessus qui vient faire glisser ici une petite languette plastique pour bloquer le module du haut dont je vais vous parler dans un instant. Donc sur la face avant, on est vraiment sur quelque chose qui ressemble énormément à une Game Boy, au détail près que la bordure plastique autour de l'écran était réduite pour pouvoir mettre un écran plus grand dessus, et de meilleure qualité évidemment, puisqu'il est couleur rétroéclairée. Le voyant power qui du coup était à gauche se retrouve coincé entre les inscriptions on et off, c'est pas plus mal, on le voit bien là-haut je trouve. Et puis il y a deux boutons de plus en façade avant, donc en plus des boutons A et B, on a des boutons X et Y. Sur le côté ici, on est vraiment très proche de la vraie Game Boy, hein, à l'exception du fait que l'embout pour le câble Link a disparu. D'ailleurs, c'est dommage, il aurait peut-être été possible de faire en sorte qu'on puisse brancher deux boîtiers ensemble. Ça aurait compliqué la tâche des développeurs d'images, mais ça aurait été une option rigolote, moi je trouve. Bon, là on ne l'a pas, dommage. Donc ici, on peut brancher le fameux câble USB que je vous ai montré tout à l'heure. Là, on règle la luminosité de l'écran. C'est marqué contraste pour respecter, je pense, le code visuel de l'ancienne Game Boy, mais ne vous y trompez pas, hein, ça règle absolument pas le contraste. C'est bel et bien la luminosité. Ici, on règle le volume sonore. Ici, vous pouvez voir sur la partie du module haut, là où on vient mettre la carte micro SD. Hein, donc, c'est pas un connecteur, c'est pour mettre les jeux, par ici, en fait. À l'arrière, on a on voit bien le module haut ici. Je vais vous montrer ça dans un instant en détail. Les boutons L et R qui sont faits, vous voyez ici, on voit des petits plots sur la coque plastique. Ce sont des boutons. Hein, c'est bien marqué ici, hein, R et L. Alors on pourrait se dire pourquoi ils ont mis R à gauche et L à droite. Bah, tout simplement parce que quand vous tenez le produit comme ça, les boutons sont effectivement à gauche et à droite. Hein. Bon, je suis pas fan du tout de ces boutons, d'ailleurs personne ne l'est, je crois. Hein. Tous les gens qui possèdent le boîtier seront d'accord avec moi. Quand on tient le produit, les doigts se retrouvent au niveau des boutons, certes, mais ils sont pas à plat comme ça, ils sont sur la tranche comme ça, et appuyés sur L et R avec les doigts disposés comme ça marche pas bien, ça marche pas bien. Ils auraient pu ne pas les mettre, franchement. D'ailleurs, on en reparlera de ça, mais ici, on a une trappe qui comprend des piles, et ouais, des piles à l'ancienne. Alors avant, il en fallait 4 qui étaient disposées verticalement, maintenant il en faut 3 qui sont disposées horizontalement. Et si vous regardez attentivement dans le petit trou ici du clips pour le capot à piles, vous voyez une prise micro USB. Donc vous pouvez vous brancher ici aussi pour alimenter votre Raspberry Pi, mais du coup vous ne pourrez pas laisser la trappe clipser, donc c'est faisable, mais c'est pas vraiment très pratique. J'imagine aussi que ça permet d'injecter des choses en USB au Raspberry Pi sans être obligé de tout démonter, ce qui est une bonne chose, mais c'est pas méga pratique quand même. Et puis sur le dessous, on a juste la prise jack pour jouer en stéréo, puisqu'évidemment, comme sur la Game Boy originale, on a un seul haut-parleur mono, ici en bas à droite. Voilà, je vais vous parler rapidement du module qui se trouve à l'arrière. On va enlever le petit film qui protège l'écran, et qui
tient bien d'ailleurs, hein, c'est pas de la merde. Voilà. Très bien, regardez-moi ça, c'est magnifique. Et puis on va regarder donc ce petit module, allez on y va. Voilà, donc contrairement à l'ancienne Game Boy dans laquelle on insérait des cartouches ici à l'arrière, hein, sur le boîtier J-Pie Case, on insère carrément tout l'arrière du boîtier ici, dans la partie haute. Donc ça fait un gros machin qui vient. Forcément, c'est l'élément qui est le moins similaire à une vraie Game Boy, hein. Ils ont essayé de reproduire l'illusion d'une cartouche ici en mettant un plastique un peu plus foncé et puis une petite étiquette, d'ailleurs qui met 30e anniversaire, hein. C'est bien la preuve que ce produit est un clin d'œil aux 30 ans de la Game Boy, que Nintendo n'a pas souhaité bon de souhaiter, à part avec Link's Awakening, c'est bizarre. Donc, à l'intérieur de ce machin, c'est là qu'on met le Raspberry Pi 0, en fait, qui vient se loger ici, dans la largeur du boîtier, comme ceci. Et quand on ouvre cette petite trappe sur le côté ici, on distingue la micro SD qui vient s'insérer donc dans le Raspberry Pi. Sur cette micro SD, évidemment, il faudra mettre une image système compatible avec le boîtier et qui comportera vos émulateurs et vos jeux. Donc moi j'en ai téléchargé une de 32 Go qui comporte des émulateurs qui vont, je crois, jusqu'à la PlayStation. Donc on va pouvoir quand même tester une bonne variété d'émulateurs. Comment est-ce que ça s'en sort en termes de qualité d'écran et en termes de performance? Eh ben on va regarder ça tout de suite, c'est parti. Bien voilà, donc nous voici sur l'interface de... Alors ici c'est RetroPie, et la première chose évidemment qu'il faut bien comprendre, hein, bien avoir appréhendé quand on achète un tel produit, c'est que vous n'allez pas allumer le truc et avoir ce menu-là instantanément, hein. Il va se passer parfois une bonne minute, parfois même encore un peu plus, avant que le menu apparaisse et que vous puissiez commencer à jouer. Donc voilà, comprenez bien que c'est un peu comme booter un ordinateur que de booter un Raspberry Pi 0. Donc là, vous voyez que l'interface est plutôt joliment faite avec cet petit effet de loop au centre là. Donc on a des jeux d'arcade, on a des jeux de l'Atari Lynx, de la Sega Game Gear, de la Game Boy Advance, Game Boy Color, la Master System, la Mega Drive, la Neo Geo, la NES. C'est quoi ça, le CD-ROM System, mais je ne sais pas pour quelle console. La PlayStation, la Super Nintendo, la Super Graphics, la TurboGrafx CD, la TurboGrafx 16. Donc on peut déjà émuler pas mal de choses. Voilà, alors je sais pas si je vais me prendre un copyright claim pour la musique là, j'espère que non. Donc sans plus tarder, on va choisir une console, et je pense que le mieux, c'est évidemment de commencer par la Game Boy. C'est parti. Voilà, donc j'aime bien cette image que j'ai téléchargée parce que le titre des jeux s'affiche en blanc sur un fond sombre, c'est bien lisible. Donc évidemment, on va faire le jeu de la Game Boy par excellence, à savoir Tetris. Après, on se mettra un petit jeu de Game Boy Color directement, je pense. Allez, c'est parti. Alors non, il faut appuyer sur A, je crois. Voilà. Ok. Un petit splash screen de la console à laquelle on est en train de jouer. Et le jeu va se lancer. Voilà. Ah oui, qu'ils ont poussé le vice jusqu'à remettre cette couleur verdâtre de la Game Boy originale, c'est rigolo. Voilà. Alors, une chose que je remarque moi tout de suite, vous voyez, l'émulation n'est pas terrible au niveau du son. Peut-être parce qu'on a un son mono et que du coup on n'a que le côté droit qui sort, alors que la Game Boy originale faisait un mix. Mais c'est déjà un premier défaut, c'est dommage. Un autre truc que j'ai remarqué vis-à-vis du son et qui m'a un petit peu déçu, c'est que quand on met le son vraiment à fond, et c'est particulièrement flagrant quand il n'y a pas de bruit du tout, comme là pendant la démo de la Game Boy, il n'y a pas de son, le haut-parleur il fait comme des petits zigouigouis. Alors attention, hein, j'ai reçu un produit d'occasion. Hein, Belchine, c'est un produit qu'il a fait essayer à d'autres testeurs avant moi. Peut-être que les mecs l'ont un petit peu malmené, hein, je ne sais pas. Mais en tout cas, sur mon boîtier, quand je mets le son à fond, j'entends ça. Alors attendez. Voilà, je ne sais pas si vous allez l'entendre, je vais approcher le micro. Alors évidemment, quand il y a du son en jeu, ça se remarque pas, mais quand c'est calme comme là, on n'entend plus que ça. Et ça, c'est encore une fois un petit peu dommage. Concernant l'image, ça va être très compliqué de vous le montrer, surtout que vous voyez, dès que je rapproche un peu trop le boîtier,
la caméra a un petit peu de mal à faire le point dessus, mais bon, l'écran est de bonne qualité, hein, il n'y a pas de problème avec ça, c'est de l'IPS, les angles de vision sont super bons, il est bien lumineux, bien saturé en couleur et tout, mais par contre, et ça c'est quand même un petit peu dommage, comme il est d'une résolution assez basse, hein, 240p, eh bien, dès qu'on joue à autre chose que des consoles de salon qui affichent du 240p, comme la Mega Drive ou la Super Nintendo ou la NES par exemple, eh ben, on perd beaucoup en netteté. C'est le cas de la Game Boy qui est 144p et qui donc forcément est interpolée. Et quand on interpole des graphismes sur un écran qui n'est pas en très haute résolution, comme c'est le cas ici, eh ben ça met un très léger petit effet de flou sur le contour des pixels. C'est pas dramatique, mais je ne sais pas si vous le voyez, peut-être autour du texte ici, mais le problème c'est que je suis vraiment très près pour faire le point, mais c'est légèrement flou, vous voyez, on voit bien le N de lines, on voit bien que les pixels sont pas tous full size et qu'il y a un petit effet de flou sur la droite du N par exemple. Et ça, c'est à cause de l'interpolation. Voilà. Enfin, dernier petit truc qui frustre avec ce Jeep iCase, oui, j'évacue tous les défauts et ensuite je ne parlerai plus que des avantages, hein, je vous rassure, c'est que le fait de marcher avec des piles, c'est cool pour l'aspect nostalgique et tout, mais ça nous rappelle à quel point les écrans couleur rétroéclairés, ça bouffe les piles. Ces piles-là que j'ai mis dedans ne sont dedans que depuis 2h30, hein, j'ai mesuré le temps, et vous voyez, j'ai déjà le low-bat qui clignote. Donc pour la suite du test, je vais remettre des piles toutes fraîches, mais je vous conseille vivement de jouer à ce truc avec une batterie externe, hein, parce que sinon, vous allez vous souvenir à quel point la Game Boy était mieux que la Game Gear, croyez-moi. Allez, on va tout de suite passer à la Game Boy Color. Comme ça, je vais pouvoir parler d'un premier point extrêmement positif de ce produit. C'est la qualité de l'écran qui est tout simplement géniale. Les couleurs sont super bien rendues, ça pète de partout, c'est vraiment magnifique. Alors là, je joue un petit ROM hack de Super Mario Land qui s'appelle Super Mario Land DX et qui est une version optimisée Game Boy Color en fait, avec donc une palette de 54 couleurs. On va mettre un peu de son quand même. Je suis désolé si évidemment à l'image ça rend pas super bien, hein. J'essaye de trouver la bonne distance pour que la matrice de l'écran, qui est forcément pas de très bonne résolution, ne soit pas dégueulasse. Là c'est pas trop mal. Voilà. Ah, les sensations sont bonnes, hein. Quand on appuie sur les touches, c'est vraiment comme sur une vraie Game Boy. Même si là, évidemment, je dois courir avec ce bouton-là et sauter avec celui-là, alors qu'on aurait pu préférer ces deux-là. Mais c'était comme ça hein, sur la Game Boy originale, donc l'expérience a été respectée, et ça c'est bien. C'est fluide, il n'y a pas d'effet de flou vraiment désastreux quand on va rapidement à gauche ou à droite. En tout cas, beaucoup moins que sur la Game Boy originale, ça c'est sûr. Donc, les premières sensations quand on joue, hein, quand on appuie sur les touches et tout, sont vraiment très bonnes. Et ça fait plaisir. Maintenant, on va essayer de jouer à des jeux un petit peu plus sophistiqués, même si là, c'est plus le Raspberry Pi Zero qui va être sollicité que le boîtier en lui-même, hein. Mais les sensations sont bonnes. C'est vraiment celle d'une Game Boy. euh, Et ça, c'est vraiment cool. Et en plus, avec un bel écran couleur comme ça, c'est top. Allez, on va se faire un petit Sonic 3 et Knuckles, parce que comme c'est un jeu qui speed bien, ça va vraiment permettre de mettre l'écran à contribution. Et là, forcément, vous voyez, je suis en total full screen, parce que la Mega Drive, elle est en 320 par 240 nativement, donc exactement la même résolution que l'écran du Jeep iCase. Et là, forcément, bah, c'est le pied, hein. L'écran est tout simplement bluffant comme ça en full screen. C'est génial. Là, j'ai plus problème donc d'upscale, hein, puisque bah, je suis en native. Donc, c'est pixel perfect. Il n'y a pas de zoom ou d'effet d'adaptation à l'écran. C'est parfait. Donnez-moi ça. L'écran reste net même à grande vitesse. Et ça, c'est franchement rassurant. C'est-à-dire que ils ont quand même mis une dalle de qualité en dépit de sa petite résolution. Et là, je suis en 60 frames constant, hein, 60 fps sans problème. Donc le Pi 0 W est capable de faire tourner du 8 et du 16 bits sans souci. Et ça fait toujours plaisir. Allez, on va rester sur le domaine de la 16 bits. On va passer à la Super Nintendo et on va mettre un autre jeu qui speed, à savoir F0.
Voilà. À la Super Nintendo, vous voyez, on a quand même des petites bordures sur les côtés parce que elle avait un aspect ratio légèrement différent, un petit peu plus vertical que la Mega Drive, mais on est quand même sur une résolution verticale de 240 pixels. Donc, certes, on a des bandes sur les côtés, mais on est en pixel perfect. Donc, la qualité d'image, encore une fois ici, sera parfaite. Bon, bah, je peux même laisser la démo jouer à ma place, hein. On voit bien que c'est super fluide. Pareil, hein, 60 frames secondes constant. C'est rassurant parce que là, on est sur un jeu mode 7, donc qui est quand même assez demandeur en perf. Et ça ne pose pas de problème. Même le son hein, semble émuler correctement. On va monter un petit peu plus fort. Donc voilà, tout ce qui est 8 et 16 bits, aucun problème. Notez d'ailleurs, chose amusante, que la qualité de l'image est meilleure sur ces consoles de salon qui sont en 240p que sur les consoles de poche type Game Boy, Game Gear et tout ça. Alors qu'on est sur un concept de console de poche. Voilà, bon, c'est un petit peu particulier, mais bon, fallait faire un choix de résolution d'écran de toute façon. Et je pense que Retroflag a fait le bon. Même si, évidemment, ça aurait été encore mieux d'avoir du 720 ou du 1080p pour masquer les défauts d'overscale. Mais le prix n'aurait pas été le même non plus. Hein. Allez, on va tester un petit peu de la Neo Geo. Parce que c'était quand même une console mythique de l'époque. Un petit King of Fighter 96, hein, obligé. Voilà, en tout cas le framerate est bluffant, hein. On le voit bien parce qu'il y a un clignotement au-dessus de The King of ici qui nécessite d'être frame perfect, hein, sinon ça marcherait pas. Et là c'est le cas, hein, ça marche, donc pas de problème à ce niveau-là. Ah, comment je démarre? Voilà, c'est ce bouton-là. Bon, moi je prends toujours Mai Shiranui parce que c'est la seule dont je connais à peu près les coups qui sont plus ou moins similaires à ceux de Street Fighter, hein. Notamment pour jeter l'éventail, c'est exactement comme le Hadouken. Et puis en plus, elle a des gros nichons, donc ça aide. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça donne? Bon, ça va, hein, l'animation des seins est bonne. Donc, moi, je suis satisfait. Est-ce qu'on arrive à envoyer des coups spéciaux facilement? Ouais, ça va. On est sur une croix directionnelle de Game Boy, hein, donc qui n'avait pas été prévu de base pour ça, hein, mais regardez. Ah, je les aligne 3 fois sur 4. C'est pas mal. En tout cas, la Neo Geo passe fluide, même avec tous les détails. Les coups sortent bien. Bon, par contre, les boutons L et R, il n'y a pas, hein, c'est pas exploitable. Bon, sur la Neo Geo, c'est pas grave, hein, les 4 boutons sont en façade. Mais j'ai essayé de jouer hors caméra F0, les boutons L et R, c'est une purge. Ils auraient mieux fait de pas les mettre, franchement. Allez, je vais finir ce test avec Spyro le Dragon, évidemment. Hein, et la PlayStation, c'est pas top sur la G-Pi Case, on va pas se mentir. C'est pas la faute du boîtier en lui-même, hein, c'est la faute du fait que le boîtier n'accepte que des Raspberry Pi 0, qui sont forcément plus limités. Mais voilà, le truc, c'est que déjà, on n'a pas les boutons L2 et R2, donc ça, c'est un problème lié au boîtier. Donc certains jeux PlayStation, comme par exemple Oddworld, l'Odyssey d'Abe, vous pouvez oublier. C'est dommage, parce que comme c'était de la 2D, ça aurait sûrement été fluide. Et puis, il n'y a pas les sticks non plus, donc sur un jeu comme Spyro, c'est un peu raidos, on ne peut pas contrôler la caméra ou des trucs comme ça, donc c'est un peu chiantos. Et puis, bon, bah la fluidité, elle n'est pas exceptionnelle non plus. C'est mieux que ce que j'aurais pu craindre, franchement, mais je dirais qu'on est à 25 FPS, peut-être parfois même que ça drop à 20 ou à 15, donc c'est pas génialissime, mais ça reste jouable. Donc voilà, si vous vouliez vous mettre 2 ou 3 petits jeux de PlayStation, genre Rayman par exemple, c'est typiquement le genre de jeu qui fonctionnerait parfaitement bien, vous pouvez. C'est toujours ça de prix, mais c'est pas l'idéal. Et en plus de ça, vous allez pomper encore plus sur les piles si vous jouez à des jeux comme ça. Bien, il est temps pour moi d'amener une conclusion à cette vidéo et de donner une note à ce Retroflag G-Pi Case. Le concept même de ce boîtier est forcément séduisant, puisque ça nous ramène à l'âge d'or de la Game Boy, et tous ceux qui ont connu cet âge-là ont forcément une attirance naturelle vers ce produit. La Game Boy, c'était un tel phénomène. La Game Boy, c'était le Walkman du jeu vidéo, et de pouvoir retrouver un produit aussi similaire 30 ans plus tard,
c'est forcément séduisant, c'est forcément tentant. Maintenant, il faut quand même garder la tête sur les épaules et voir que ce produit n'est pas non plus la perfection absolue. D'abord, il y a cette histoire d'écran qui est en 240p, qui donc nécessitera pour certains émulateurs de consoles de poche notamment de faire un upscale, et donc ça générera une petite dégradation de l'image. Rien de vraiment deal breaker, mais il faut le savoir quand même, vous n'aurez pas du pixel perfect par exemple sur la Game Boy, en dépit du fait que vous êtes sur un produit qui ressemble à la Game Boy. Mais bon, j'ai envie de dire que ça, finalement, Retroflag, ils n'avaient pas le choix. C'était ça ou mettre un écran de qualité extraordinaire qui aurait coûté super cher. Et le produit ne pouvait pas être vendu des 100 et des 1000. Hein. Ce boîtier, il coûte dans les 70 €, hein, faut pas l'oublier. Donc pour ce prix-là, on va dire que ce défaut, on peut faire abstraction dessus. Il y a cette histoire du son qui chouine un peu, mais j'ai aucun moyen de savoir si c'est mon boîtier qui a ce problème-là ou s'ils l'ont tous. Mais bon, je vous le signale quand même parce que voilà, hein, moi je teste ce qu'on m'envoie et le son de ce boîtier-là chouine un petit peu. J'ai entendu aucun autre youtubeur se plaindre de ce problème-là, donc je vais laisser au boîtier le bénéfice du doute et je vais pas non plus enlever d'étoiles pour ça. Non, en fait, là où je vais enlever des étoiles, en fait 2 demi-étoiles, c'est-à-dire une étoile complète en tout, c'est pour des petites choses, l'une qui est assez subjective, vous serez peut-être pas d'accord avec moi, et l'autre qui, je pense, est totalement objective, et on va commencer par celle-là, l'autonomie des piles. Eh oui, forcément, à remettre des piles dans un truc qui a un écran couleur rétroéclairé, bah on se souvient pourquoi déjà à l'époque de la Game Gear ou de l'Atari Lynx, c'était pas une bonne idée. Les piles tiennent 2h30, et peut-être même moins si vous lancez des gros émulateurs comme la PlayStation. C'est vraiment trop peu. La Game Gear tenait à peu près le même temps, peut-être un peu moins quand même, hein, en toute sincérité, et c'était juste insupportable. Bon, ok, il fallait mettre 2 fois plus de piles, 6, là on n'en met que 3, mais 3 piles, bah, ça a déjà un coût. Et toutes les 2h30, c'est quand même loin d'être négligeable. Pour ça, moi, je suis désolé, j'enlève une demi-étoile. J'estime que c'est un défaut. Le deuxième truc, et là je disais que j'allais être plus subjective, personne ne sera peut-être d'accord avec moi, hein, je ne sais pas, c'est le fait que, bah, en dépit du fait que Retroflag ait voulu imiter une Game Boy, bah, ils n'ont pas eu le courage d'imiter une Game Boy finalement. Bon, l'écran couleur à la place de l'écran monochrome dégueulasse, ça c'était une évidence, je reviens pas là-dessus, évidemment qu'il fallait faire comme ça. Par contre pour les boutons, là je suis pas vraiment d'accord avec eux. Déjà les boutons LR à l'arrière qui sont presque inutilisables, ils auraient pu ne pas les mettre, franchement. Et du coup, bah, quitte à enlever les 2 boutons derrière, autant enlever aussi ces deux-là. Ouais, franchement, regardez, je mets mon doigt comme ça sur le truc, vous trouvez pas que tout de suite le produit il a une meilleure gueule avec seulement 2 boutons, on est vraiment sur quelque chose qui ressemble énormément à une Game Boy. Là, ces 2 boutons-là, ils défigurent un petit peu le truc, et puis finalement, ils servent quoi à très peu d'émulateurs. Je veux dire, si j'enlève LR, bah, je peux plus trop jouer à la Super Nintendo. Donc, le fait d'enlever ces 2 boutons-là, ça pénaliserait 3 émulateurs, hein, à mon avis. Celui de Vectrex, qui rame comme c'est pas possible là-dessus, donc on peut oublier. Celui de la Mega Drive, qui a 3 boutons, avec 2, on n'aurait pas pu jouer à la Mega Drive. Là, c'est vrai que c'est embêtant. Bon, c'est un émulateur, c'est peut-être pas si grave que ça. Et puis quoi Qu'est-ce qui fonctionne avec 4 boutons aussi? Bah, la Game Boy Advance, que je suis en train de montrer actuellement, qui avait 4 boutons, hein, A, B, L et R. Donc, est-ce qu'il n'aurait pas mieux valu mettre moins de boutons et renoncer à certains émulateurs et aller jusqu'au bout du concept de la Game Boy? Moi, je trouve que si. Finalement, j'ai le même problème avec ce produit que celui que j'avais eu avec la manette 8-bit Do de la NES, qui, elle aussi, avait 4 boutons en façade au lieu de 2, et des boutons LR qui n'existaient pas sur la NES originale. Si on veut faire un boîtier en forme de Game Boy, bah, il faut assumer le concept jusqu'au bout. Vous rendez-vous compte que déjà, avec 2 boutons comme ça, Select et Start, on pouvait émuler tout ce qui est sorti avant la NES, donc les consoles de chez Atari, les ColecoVision et tout ça, toutes ces consoles-là, c'était possible. Toutes les consoles de poche jusqu'à la Game Boy Advance, donc ça en fait un paquet aussi, hein, toutes les Game Boy Color, les Game Gear, la Lynx et tout ça, on pouvait émuler. On pouvait émuler la TurboGrafx en console 16 bits, donc on était quand même en mesure de faire du 16 bits. On pouvait émuler plein de choses. Alors c'est vrai qu'en mettant des boutons en plus, on émule encore plus de machines, mais on s'éloigne du concept de la Game Boy. Et comme c'était quand même avant tout le concept de ce boîtier, le concept de la Game Boy, eh ben moi, de manière subjective, soyez d'accord avec moi ou pas, mais je le fais quand même, j'enlève une demi-étoile de plus à ce produit, qui du coup a la note de 4. Ça reste un excellent produit,
Ce serait vraiment un super chouette cadeau de Noël, ça par exemple, vous mettez ça sous le sapin d'un geek fanat de rétro gaming, il est fou le mec, quoi, c'est un excellent produit. Mais je trouve que le coup des piles et le coup d'avoir rajouté des boutons un peu comme ça en mode verru, pas très joli, sur le devant et à l'arrière du boîtier, mérite pour moi d'enlever quand même quelques points et de donner à ce produit la note de 4. On n'est pas passé loin du perfect, avec une batterie amovible à l'arrière façon GBA SP et des boutons moins nombreux. Moi j'aurais mis la note de 5. Voilà, on n'est pas passé loin, mais ça reste un très bon produit quand même. Et bien voilà, c'était le test du Jeep iCase de chez Retroflag. C'est un chouette petit boîtier qui rend un bel hommage au 30e anniversaire de la Game Boy, à défaut d'en avoir eu un de la part de Nintendo lui-même, ce qui est vraiment très bizarre. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!